Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle visioconférence organisée par les éditions VK en partenariat avec la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, la première mutuelle des agents du service public, des services publics locaux et partenaires engagés pour leur protection sociale, leur santé et leur bien-être au travail. Cette visioconférence intitulée « Situation alarmante de la santé mentale des dirigeantes et des dirigeants territoriaux », décrypter et agir, on le verra, concerne donc cette grande cause nationale 2025 dont la journée du 10 octobre dernier lui était consacrée. Santé mentale qui est définie comme un état de bien-être psychologique, émotionnel et social. Alors le terme alarmante que nous avons choisi dans l'intitulé de cette visioconférence est utilisé pour faire écho aux chiffres tirés du dernier baromètre RH Randstad édition VK 2024. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 93% des répondants de ce baromètre estiment leur charge mentale élevée ou très élevée, ce qui est une hausse de 6 points par rapport à l'an dernier. La proportion de charge mentale très élevée des équipes dirigeantes croît avec la taille des collectivités. 59% dans les communes de plus de 50 000 habitants, contre 45% dans les communes de moins de 5 000 habitants. Mais là également, on note une forte hausse, plus de 10 points par rapport à 2023. Elle atteint même 60% dans les départements et les régions, pour 54% en 2023. On voit, la fonction publique n'échappe pas à ce phénomène de santé mentale, d'augmentation de problèmes de santé mentale des dirigeantes et des dirigeants. Les chiffres traduisent une situation préoccupante que l'on va décrypter pour agir dans cette visioconférence. Mais déjà, quelques éléments dans cette introduction. Toute collectivité confondue, c'est la quantité et la diversité des tâches et des sollicitations qui vient en tête à 86% des facteurs impactant la santé mentale des dirigeantes et des dirigeants. Mail, réunions, réponses au WhatsApp, etc. En deuxième position viennent les injonctions contradictoires avec 56%. Et puis à égalité, la pression temporelle, 53%, et les décisions complexes, on reviendra précisément sur ce sujet. Alors, comme nous l'avons écrit dans la présentation de cette visioconférence, télétravail, pression financière, échéance électorale, réorganisation, nouvelles technologies, attentes générationnelles, attentes des citoyens, urgence. Les dirigeantes et les dirigeants territoriaux font face à une accumulation de défis qui alourdissent leur quotidien et augmentent leur charge mentale. Vous savez, la charge mentale, ce devoir que l'on a de penser à des choses différentes qui appartiennent à des domaines séparés en même temps. Et c'est la charge mentale qui dégrade leur santé mentale. Alors, on le sait, préserver la santé mentale des équipes dirigeantes, c'est garantir la continuité et la qualité du service public. Mais on va le découvrir avec nos deux intervenants. C'est aussi déconstruire des représentations et notamment celle du héros. Un petit rappel avant de démarrer, les employeurs publics ont l'obligation et la responsabilité de protéger la santé physique et mentale de leurs agents. Je ne rappellerai pas ici dans cette introduction, mais on pourra y revenir, les différentes obligations réglementaires et légales sur ce point. Alors nous vous proposons de creuser cet état des lieux sans tabou sur la santé mentale des dirigeantes et des dirigeants territoriaux et puis surtout de parler solutions et leviers avec Florence Bacon-Ambras. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, SNDGCT, et vous êtes également directrice générale adjointe du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne. Et puis Jérôme Grolot qui est avec moi dans le studio, sociologue consultant. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va décrypter ensemble, mais cette webconférence, comme toujours, c'est aussi l'occasion de répondre à vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à les poser en ligne et nos intervenants feront leur possible pour y répondre tout au long de cette visioconférence, comme d'habitude.
Sans plus tarder, je vous propose de démarrer avec une première question que nous vous proposons. Votre santé mentale s'est-elle dégradée au cours de ces dernières années? En attendant les résultats de ce sondage, je me retourne vers Jérôme Groslo pour une première séquence de cette visioconférence dans laquelle on va tenter de décrypter ce qu'est la santé mentale et pourquoi elle se dégrade chez les dirigeantes et les dirigeants territoriaux. Alors, Jérôme, je surveille les retours du sondage. Lorsqu'on préparait cette webconférence, vous me rappeliez, attention, il n'y a pas que cet aspect-là à souligner, il y a beaucoup de sources de satisfaction dans le travail de dirigeantes et dirigeantes territoriales, mais néanmoins, il y a 3 grands facteurs psychosociaux de risque dans l'activité de DGS, par exemple, que vous souhaitiez souligner, entre autres. Très bien. Oui, il y a des sources de satisfaction. Juste quelques mots dessus quand même, parce que sinon on va se centrer que sur le négatif. Donc oui, les dirigeants, ils sont au centre du jeu, ils sont auprès du pouvoir et des centres de décision également. Ils sont hyper sollicités. Il ne faut pas oublier que la question de la sollicitation, ça fait que vous avez le sentiment d'exister. Ça renforce aussi l'estime de soi. Donc c'est un élément qui est quand même assez important. Il y a du plaisir à arbitrer, à trancher, à décider, même s'ils ne l'avouent pas toujours, mais certains en tout cas le déclarent ouvertement. Et puis le métier a évolué et donc il est intéressant. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, il a du sens. Bon. Donc on voit bien qu'il y a une configuration là qui fait qu'il y a quand même malgré tout une source de satisfaction. Sur l'état, j'ai envie de dire, des dirigeants et dirigeantes, c'est un peu entre deux eaux, quoi. On est entre épuisement et accomplissement. Alors pour voir sur les facteurs, oui, je me permets de vous donner les résultats, justement, puisque vous abordez cet aspect-là. 81% des auditrices et des auditeurs répondent que leur santé mentale s'est dégradée ces dernières années. Oui. Oui. Dans la proportion. Quand j'ai interviewé moi des DGS il y a 5 ans, c'était déjà en dégradation. Donc on est sur une continuité historique assez forte et qui renvoie au premier facteur que je voulais évoquer sur ce qui peut porter atteinte en tout cas à la santé mentale des dirigeants, c'est l'intensification de l'activité. Enfin, je veux dire, on est sur une intensification croissante parce qu'on est dans une société qui s'accélère et donc ils sont pris dans ce mouvement-là. Et quand je dis intensification, c'est je fais plus de choses plus vite, de manière plus réactive, grosso modo. Donc on est un peu urgentiste d'une certaine façon, enfin un peu plus. Et 2, ce que vous évoquez, c'est-à-dire l'ensemble des défis, c'est-à-dire que le métier est devenu plus intéressant parce qu'on transforme, mais en même temps, le nombre de changements à mettre en œuvre est absolument considérable. Et donc là aussi, ça s'est accentué de manière extrêmement forte, sachant qu'en plus de ça, il faut passer d'un domaine à l'autre, ce qui est extrêmement quand même compliqué. Du coup, rien que ces 2 éléments-là, plus la pression des élus qui n'est pas simplement de leur bon vouloir, parce qu'ils ont une pression, parce qu'eux, ils ont aussi la pression des attentes des usagers, etc. Donc il y a une sorte de mécanique globale comme ça, qui fait que la charge mentale... Il y a une saturation du présent, en fait. Un dirigeant aujourd'hui, son agenda est complet, et ce sont souvent des bourreaux de travail, et c'est une exposition de soi extrêmement forte, et une mobilisation surtout de toutes ces ressources intellectuelles, d'analyse, de prise de décision qui sont absorbés comme ça par ce mouvement généralisé d'accélération. Donc ils sont saturés, ce qui peut avoir des impacts quand même assez importants sur l'équilibre de la vie privée, vie professionnelle, qu'il ne faut pas négliger parce qu'évidemment il y a là des effets rebonds. Il y a aussi toute leur compétence relationnelle qui est extrêmement mobilisée, au sens où les dirigeants, il est un peu, surtout les dirigeants territoriaux, c'est une sorte de hub, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois tout ce qui descend des élus, et puis il y a tout ce qui remonte de l'administration dans tous les sens, donc il est là dans ce nœud. Il y a les sollicitations, mais il y a aussi les émotions, il y a aussi les frustrations, les craintes, les fragilités, les énervements, les irritants, enfin bref, etc. Et tout ça arrive sur cette personne du dirigeant qui se trouve pris un peu en étau, tout en ayant une sorte d'obligation, une certaine maîtrise de soi. Donc vous voyez la tension que ça peut produire. Bon, donc premier facteur, intensification. Deuxième facteur important, qui est structurel là pour le coup, c'est que les dirigeants territoriaux, leur assise institutionnelle est un peu fragile, j'ai envie de dire. Le statut pose des questions, ils sont exposés à des risques juridiques de manière assez importante, ils sont exposés à la décharge fonctionnelle qui peut survenir des fois de manière un peu surprenante, des charges fonctionnelles qui met les gens dans des situations souvent
extrêmement difficile. C'est-à-dire, à un moment, on était au centre du jeu, d'un seul coup, on n'est plus rien. Enfin, c'est un peu le sentiment comme ça qui peut être évoqué. Et il n'y a pas une institution derrière vous, quoi. À la différence, je sais pas quoi, moi, les directeurs d'un lycée, il a l'administration derrière lui, il y a des RH qui s'occupent de sa carrière. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, d'une certaine façon. Donc, fragilité. Plus, je rajoute un point quand même qui est important aussi, je pense, c'est la question de l'invisibilité sociale. C'est un métier qui n'existe pas, quoi. Voilà. Tout simplement, il n'existe pas. Donc ça, c'est le deuxième facteur, okay, cette fragilité. Puis il y a le troisième facteur, qui est la relation entre les élus et les dirigeants territoriaux, les élus et l'administration, qui est une relation souvent complexe et souvent très instable. On dit toujours que ok, c'est la clé de voûte du système, le binôme, etc., ce qui évoque comme ça une image de stabilité. Dans les faits, c'est pas du tout stable, en fait. C'est très instable parce que c'est une relation de pouvoir, et comme toutes les relations de pouvoir, il y a tout un tas d'enjeux. Il y a le pouvoir de l'élu sur le dirigeant, ce qui d'ailleurs peut réduire fortement sa marge d'autonomie du dirigeant, mais il y a aussi le pouvoir de l'administration, le pouvoir réglementaire, le pouvoir sur les moyens, etc. C'est une relation aussi très intersubjective, très interpersonnelle. Donc quand vous couplez une relation de pouvoir avec quelque chose qui n'est pas du tout cadré, pas du tout normé, les pièges sont multiples. Et puis c'est deux mondes voilà, qui se rencontrent, qui ne sont pas dans les mêmes temporalités, qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux. Enfin bref, c'est pas de la stabilité, c'est plutôt une recherche permanente d'une stabilité sur fond d'instabilité. Ce qui donne, on est dans un environnement instable, une relation qui est par nature instable, ça peut partir un peu dans tous les sens, de manière extrêmement variée. Donc il y a des situations parfois très mal vécues par les dirigeants où l'élu prend la main sur tout, quoi, grosso modo. Donc là, le dirigeant devient, la dirigeante devient un agent d'exécution. Enfin voilà, quoi. Toute sa valeur stratégique, toutes ses forces de proposition sont complètement réduites. À l'inverse, vous pouvez être dans une relation très coopérative entre élus et dirigeants, et à ce moment-là, cette dimension stratégique du dirigeant peut s'épanouir dans le cadre de cette relation coopérative. Merci, merci beaucoup. Je me retourne vers parce qu'on voilà, on commence à brosser le tableau. Florence, qu'est-ce que vous observez vous sur cette réalité que vient de nous décrire Jérôme? Quelles sont les situations qui vous remontent, hein? Aujourd'hui, on parle de burn-out, de dépression, de malaise, d'anxiété chez les dirigeantes et les dirigeants. Comment c'est pris en compte également? Alors, la réalité, je pense qu'on la partage, on le voit, on le constate régulièrement. Il y a aussi beaucoup de passion, beaucoup d'envie, et voilà, il ne s'agit pas non plus d'être complètement victimaire, hein. Pour autant, ces difficultés d'intensification, de charge mentale, etc., elle est d'autant plus forte qu'il y a un vrai déni de la situation, aussi bien individuellement que collectivement. Individuellement, parce que, vous l'avez dit, on représente, quand on est cadre dirigeant, on attend beaucoup de nous. On attend à la fois, au-delà des compétences techniques et relationnelles, on attend de l'exemplarité, on attend une incarnation de l'autorité. Donc, il y a une représentation institutionnelle du cadre, de la fonction, et on ne s'autorise pas, avec cette représentation, on ne s'autorise pas de partager les difficultés. On ne s'autorise pas la faille, la vulnérabilité, les difficultés professionnelles. Donc, il y a une certaine pudeur de posture qui fait qu'on est complètement dans le déni de la santé mentale nécessaire pourtant dans le milieu professionnel. Et puis, il y a un déni collectif aussi, hein. Les collectivités, elles ne prennent pas en charge encore complètement la santé mentale, en général pour tous les agents, et encore plus pour le cadre dirigeant, parce que ce n'est pas un sujet qui relève de sa responsabilité. Quand il y a des problèmes de santé mentale, c'est le perso, mais c'est sûrement pas de pro, hein, et on part de cette base-là, donc c'est un vrai tabou. Et puis cette faiblesse-là, ce qui est considéré comme une faiblesse, de toute façon, c'est en contradiction avec le positionnement d'un leader, d'un dirigeant qui doit donc être leader. Donc voilà, et ce déni-là nous empêche d'actionner un certain nombre de leviers. Et quand on est cadre dirigeant, le poids de la décision, il est important, c'est une responsabilité, c'est une charge. Et donc, c'est source de stress qui ajoute au contexte d'intensification professionnelle.
Donc, et la prise de décision, elle est solitaire. Donc, on ne la partage pas non plus. On ne sait pas la partager. Puis, vous avez aussi de nouveaux enjeux managériaux qui font que notre métier, il a changé et qu'il est facile finalement de glisser et de ne pas prendre la bonne posture, de ne pas bifurquer vers de nouvelles postures managériales. On gère des transitions. Les transitions, elles ont des impacts organisationnels forts en termes de décloisonnement des services, en termes de travail commun, de mode projet. Ça nous oblige à revoir les circuits de décision, à travailler différemment avec les uns et les autres. On n'est pas forcément prêt. Et quand on a la tête dans le guidon, en tout cas, on ne voit pas, on n'arrive pas à se prendre cette hauteur pour réfléchir à de nouvelles organisations. Vous avez aussi l'intergénérationnel, on ne manage pas de la même façon. Maintenant, les jeunes qui arrivent, c'est dans nos collectivités et ça peut bouleverser nos codes professionnels et notre façon de faire et ça peut parfois fragiliser notre management et ce qu'on considère être comme notre compétence pro. Donc, c'est parfois bouleversant. Et puis, vous avez aussi le management à distance qui fait que là aussi, on n'est plus on n'a pas l'agent à côté ou le cadre de nos collaborateurs à côté. On n'est plus dans le contrôle. Il faut qu'on arrive à lâcher prise et à travailler différemment. Donc, tout ceci fait que ce sont des nouveaux métiers de dirigeants qui émergent avec de nouvelles compétences. Et moi, j'aurais tendance à dire, et c'était d'ailleurs la thématique d'un des ateliers au dernier congrès Territorialis, c'est parfois il faut laisser tomber l'auréole. Voilà, on n'est pas des super-héros. On n'est pas obligé de tout faire passer par nous, on n'est pas obligé de tout savoir, on n'est pas obligé de tout contrôler, on n'est pas obligé de tout décider. Et c'est notre rôle aussi de faire en sorte que dans nos collectivités, il y ait d'autres modes de travail. Et puis, je crois aussi à l'importance des dynamiques collectives. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler après. Et je ne parle pas de la pression des élus, parce que Jérôme en a parlé pas mal. Et voilà, c'est pas normal. Ils subissent aussi, ils connaissent et subissent la pression. Et forcément, on la partage. Hein, on est dans le même navire, les uns et les autres, élus et administration. Et Madame Bacot-Ambroise, juste une petite question. Est-ce que... notamment au SNDGCT, vous voyez remonter de plus en plus de requêtes de collègues qui souhaitent se faire accompagner ou enfin voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez senti émerger aussi? On connaît de plus en plus de situations psychologiquement, émotionnellement, personnellement compliquées parce que c'est de plus en plus violent, oui. Les décisions, les remarques sont violentes. Et ça, oui, on le ressent dans les accompagnements que l'on peut faire. Merci. Je vous propose de continuer. Voilà, on a brossé bien évidemment un état des lieux rapide. On va y revenir et notamment avec vos questions. On vous propose une deuxième question sondage. Pensez-vous que votre santé mentale soit prise en compte? Puisque on vous propose maintenant, tout en continuant de creuser le phénomène, eh bien de parler levier tout de suite. Hein, on parle solution. La posture, Madame Bacot-Ambroise le rappelait, n'est pas celle victimaire, mais elle est d'un constat, d'une réalité, et donc de comment on la prend en charge et on continue d'avancer. Alors, sur ces leviers d'action, alors j'ai déjà le résultat, 85%, ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose, qui me surprend. Attendez, ah non, 15%. On m'a fait des blagues en régie. Donc 15% parmi vous considérez que votre santé mentale est bien prise en compte et 85% non. Alors, on va décortiquer comment agir. Alors, lorsque nous avons préparé cette vision-conférence, tous les deux, vous avez, Madame Bacot-Ambroise et Monsieur Grelot, vous avez insisté. Le premier point que vous avez souligné, c'est vraiment celui de prendre du temps pour soi, celui de prendre soin de soi. C'est vrai que c'est pas un vocabulaire qui est très répandu. Sans doute quand on a cette cape de héros en tant que dirigeante et dirigeant, mais on va y revenir. Et Florence, voilà justement dans les situations que vous voyez remonter, dans les solutions qui sont proposées, qu'est-ce que vous constatez de ce point de vue?
Alors, ce que je constate, et le conseil qu'on peut donner aux uns et aux autres, c'est oui, prendre soin de soi, de ne pas culpabiliser si on se met en mode pause. Et j'aime bien la notion de virtuose dans nos métiers. On l'oublie. Un virtuose, c'est pas celui qui s'entraîne tout le temps. C'est pas celui qui joue jusqu'au dernier moment un instrument de musique avant d'entrer en scène et être là, être présent sur le concert. C'est celui qui sait s'économiser, qui sait se reposer pour être le moment venu et au moment opportun, être le meilleur possible et savoir jouer avec tout le monde. Hein, c'est pas que du solo, c'est aussi jouer avec les partenaires. Donc, il faut que nous apprenions à faire des pauses, à prendre notre souffle. Alors, ça peut être des activités de prédilection, hein, ça peut être aller courir le matin, ça peut être aller au théâtre. Voilà, mais il faut arrêter de culpabiliser de ne pas être au bureau. On a besoin de ces temps, de ces moments, ou en famille, ou pour soi, à faire autre chose que travailler. C'est aussi réfléchir à sa trajectoire pro, à sa trajectoire professionnelle, penser à ses compétences et comment on est le meilleur possible à notre poste. C'est aussi se consacrer, avoir des temps de prise de hauteur, parce que quand on est cadre dirigeant, c'est pas simplement être dans l'opérationnel, c'est aussi réfléchir à l'avenir et faire un peu de prospective, un peu de stratégie. Et ça, on ne peut pas faire ça en étant les mains dans le cambouis tout le temps. Et le fait de le faire, c'est qu'on se préserve l'avenir de la collectivité, l'avenir de nos collègues et des politiques publiques que nous avons à mettre en place. Donc, c'est un moment sain et pas du tout égoïste, en fait. Et pour tout ça, il ne faut pas rester seul, il faut aussi pouvoir se faire accompagner, savoir se faire accompagner, appeler de l'aide, se faire coacher quand c'est nécessaire et pas seulement dans les moments difficiles. Se faire coacher, c'est aussi pour se projeter dans l'avenir. Et ça peut être des petites choses toutes simples, ne serait-ce que ne pas rester manger devant son ordinateur le midi et aller manger avec ses collègues, ne serait-ce que ça fait du bien parce qu'on parle d'autre chose, on pense à autre chose. Donc c'est quelque part, prendre soin de soi en fait, c'est prendre soin des autres. C'est de l'écologie mentale quelque part. Hein, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Puis arrêter avec cette culture de la culpabilité parce qu'on fait autre chose. C'est ce qui nous permet d'être le plus pertinent, de garder notre lucidité professionnelle. Et ça, c'est important. Merci. Jérôme Grelot, qu'est-ce que vous avez observé comme technique de gestion de soi chez les DGS? Il y a toute une gamme comme ça, de techniques un peu perso, bricolées, d'une certaine façon, de la gestion de soi. Ça on passe par la gestion de son agenda, poser des limites de manière extrêmement ferme, revisiter qu'est-ce qu'on met dans son agenda, où est-ce que je dois être, où est-ce que je ne dois pas être, telle réunion, etc. C'est un vrai travail, parce que à travers ce travail, par exemple, rien que sur la gestion de l'agenda, c'est définir aussi son rôle et ses priorités. Donc c'est pas simplement quelque chose comme ça de l'ordre du bricolage. Il y a s'occuper de son corps, évidemment. Je le conseille évidemment à tout le monde. Ça, parce que on dit psychique, mental, etc. Mais en fait, tout ça, c'est physique aussi, quoi. Il y a de la tension. Ça touche les corps. Et donc, faut décharger un peu, défaire tout simplement un peu les tensions. J'avais été frappé aussi par un conseil de DGS qui disait il faut être stoïcien. Alors donc ça mobilisait la philosophie stoïcienne, mais c'était de manière assez simple. Je fais la part exacte de ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, quoi. Le principe de base, mais qui permet comme ça d'alléger et puis de sortir de ce sentiment de toute puissance, enfin pas de sentiment d'ailleurs, une sorte de toute puissance comme ça étalée sur l'ensemble des dossiers. Et puis sortir aussi. Il y en a qui utilisent beaucoup la formation. Je vais me former, mais je vais faire une formation. J'anime une formation, ce qui demande un travail justement de réflexion sur soi aussi. Enfin, ça apporte à soi et puis ça apporte aux autres. Donc voilà. Et puis sortir aussi, c'est, je repense à ce que disait Florence tout à l'heure, la question de sa carrière. Aller se tester auprès d'un cabinet de recrutement.
sans forcément être... voilà, c'est voir où on en est, où en est le marché, s'occuper un peu de sa mobilité, et ils sont prêts à vous accueillir pour voir avec vous ce que vous pourriez faire. Donc voilà, c'est une sorte d'outil comme ça, miroir intéressant. Pour aller un tout petit peu plus loin, moi j'insisterai sur une sorte de bienveillance à l'égard de soi, mais quand je parle de bienveillance, c'est bien veiller. C'est un acte d'une certaine façon, et d'accepter donc sa vulnérabilité, comme ça a été exposé, et se créer une sorte de système d'autovigilance, c'est-à-dire une sorte de système d'alerte, une sorte de liste des signaux faibles que je dois surveiller, les troubles du sommeil, une irritabilité un peu excessive, une dépression qui commence, une humeur dépressive qui commence à s'installer, ou alors je passe en sur-régime et d'un seul coup je m'envole, quoi. Mais là aussi ça peut être un peu dangereux. Donc voilà, d'avoir un peu ça en tête, en fait, se construire, je veux dire, pour soi, et de se dire à partir d'un moment où je sens que c'est là, il faut peut-être que j'aille fouiller. Et puis, pourquoi pas, je sais que le SNDGCT a passé une convention avec la MNT pour 6 séances gratuites de psy, et je le teste, quoi, voilà. Je vais voir où j'en suis, quoi. Peut-être que, voilà, c'est peut-être rien, mais c'est peut-être le signe précoce de quelque chose d'un peu plus important. Et certains DGS, maintenant, témoignent du fait que suite à des cyberattaques ou autres, ils ont consulté et que ça leur a été absolument bénéfique. On va justement parler du rôle des pairs par rapport à ce que vous venez de dire, et nous avons une remarque et une question qui nous vient, c'est quand on essaie de prendre soin de soi et ne serait-ce que de partir à l'heure, eh bien on a des remarques désobligeantes qui nous sont faites, et ça on le sait, c'est valable à toutes les échelles, hein, ça ne concerne pas que les dirigeants. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Et ça me permet d'embrayer, donc je vous pose la question à tous les deux, et ça me permet d'embrayer avec le deuxième axe que l'on voulait creuser et vous proposer de partager sur le rôle des pairs, puisque là, ils ne jouent pas le jeu, les pairs. Et ce que vous mettez en place au SNDGCT, Florence ? Alors, on l'a déjà dit, voilà, dans la posture de cadre dirigeant, le but, c'est de ne pas être seul, de ne pas rester seul. Donc, je crois que quel que soit le réseau, hein, que ce soit SNDGCT, mais il y a aussi d'autres associations professionnelles, ou même sur des groupes métiers, parfois sur certains territoires, il y a du réseau métier, les DRH, les DG, etc., etc. Voilà, c'est important, surtout de s'entourer de personnes de confiance et d'être solidaires les uns des autres. Donc, au SNDGCT, c'est notre ADN. Hein, on essaye de faire jouer les solidarités et donc les réseaux d'entraide et de soutien en permettant de l'écoute, du conseil et de l'accompagnement. Donc, ça nous permet d'échanger sur les bonnes pratiques, de nous passer des documents, de pouvoir essayer de trouver des solutions ensemble, de mentorer aussi. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez parlé du soutien psychologique aussi avec la MNT. C'est de plus en plus demandé par les DGS qui sont en difficulté professionnelle ou qui connaissent des problèmes ou de harcèlement ou de conflits. En tout cas, voilà, c'est quand même beaucoup les cadres dirigeants qui sont au cœur des conflits, de la résolution des conflits dans les collectivités. Donc, parfois, il y a besoin de soutien psychologique. Et puis là, on met en place le coaching, parce que le coaching, ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est justement le courage managérial de se dire que le regard extérieur va nous apporter et va nous permettre d'accélérer, faciliter la solution, et en tout cas nous accompagne pour trouver des solutions au sein de nos collectivités, ou de mener des projets, ou de réussir une prise de poste. Donc, ce n'est pas un acte de faiblesse du tout, le coaching. Et puis, on accompagne beaucoup sur les mobilités. Quand les trajectoires pro et quand il y a les périodes de mobilité s'ouvrent, comme ça va bientôt être le cas avec les élections municipales. Donc, on permet à nos collègues d'être accompagnés dans leur recherche de mobilité ou alors dans leur idée de parcours professionnel. Et il y a un point important aussi qu'on oublie, et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est le maintien en compétence des cadres dirigeants, parce que si on ne s'autorise pas à partir en formation, comme l'a dit Jérôme, ou en tout cas à lire des documents ou à regarder des webinaires, et ben forcément, à un moment donné, on perd
en expertise ou en compétences. Et donc, il faut absolument qu'on puisse se maintenir en compétences avec des formats parfois adaptés. Hein, des webinaires, c'est pas mal aussi sur des temps qui sont courts. Ça nous permet quand même de rester proche de la réalité et des actualités. Et qu'est-ce qu'on peut dire donc lorsqu'on essaye, comme une auditrice ou un auditeur nous le fait remarquer, donc de faire tout cela, donc de prendre du temps pour soi, et je le disais tout à l'heure, simplement de partir à l'heure, et que l'on a ces retours désobligeants, Florence. Là, c'est systémique, là c'est vraiment l'organisation qui est structurée comme si partir tard et plus tard que les autres était un gage d'efficacité. On sait que c'est pas le cas. Après, si le travail il est fait, on peut apporter on peut en discuter. Je crois aussi à la parole et à l'échange qui doit permettre d'améliorer les choses, et puis de pas être d'être plusieurs dans la même situation pour qu'il y ait une culture au sein de la collectivité qui s'instaure au fur et à mesure. C'est parfois des démarches un peu longues à intégrer au sein de nos collectivités, et je crois que le DGS ou la DGS a un rôle à jouer dans la démarche et la permission de faire autrement. Et sans doute une exemplarité, hein, là je me retourne vers le sociologue, mais sans doute, et effectivement c'est pas simple, effectivement, puisqu'on est les premiers à poser ces nouvelles postures, d'avoir ces retours-là, mais en même temps, c'est peut-être aussi un autre devoir pour l'ensemble de la chaîne hiérarchique, puisque ça concerne tous les échelons. Oui, ça permet de légitimer, c'est-à-dire si le dirigeant le fait, ça légitime la possibilité de prendre du temps pour soi, quoi. Enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là que vous évoquez, et qui est pas inintéressant. Sur les pairs, alors. Sur les pairs, moi, enfin deux choses. Oui. Enfin, la première, je voulais insister sur le rôle des associations du syndicat, fondamental. En fait, c'est-à-dire c'est un rôle quasi institutionnel. C'est-à-dire, tout à l'heure je disais il y avait une fragilité institutionnelle parce qu'il n'y a pas une institution derrière. Il y a au moins des syndicats et des associations qui viennent suppléer à leur façon évidemment et avec leurs moyens ce manque-là. Et donc c'est une fonction soutenante qui a été évoquée par Florence très claire. Enfin en cas de décharge, en cas de problème, en cas de difficulté. Et c'est une fonction ressource, donc capacitante aussi quoi. Enfin je veux dire assez essentielle, d'échange, brainstorming, nourriture intellectuelle, enfin bref, tous ces éléments-là. Et puis aussi, là, ça permet un peu de baliser un peu le devenir, le rôle du dirigeant et ses évolutions, et de pouvoir un peu les partager. Donc ça donne aussi une sorte d'horizon de sens. On prend en charge, d'une certaine façon, ce que devient notre métier collectivement. Et je suis frappé aussi, c'est que quand j'interviens dans les colloques, souvent des associations, des syndicats, mais d'un seul coup, il y a un corps professionnel réuni, quoi. Enfin, oui, le corps devient une réalité. Enfin, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, et donc du lien, de la proximité qui se passe à ces occasions. Donc c'est vraiment une fonction absolument centrale. Et puis il y a plein de partenaires autour, quoi. Il y a les mutuelles, il y a le CDG, les CFPT, enfin bref, ces ressources avec multi-partenaires. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Et le deuxième point, peut-être sur lequel je voulais revenir, c'est que ça a été abordé, mais c'est la question un peu du coaching. Je sais que c'est pas la culture dans l'univers de la fonction publique territoriale encore aujourd'hui, on va dire ça comme ça, alors que ça l'est dans d'autres secteurs professionnels où c'est assez, on arrive, allez hop, direct quoi. Enfin voilà, et puis ça dure peut-être 3 séances, peu importe, mais c'est pas grave. Voilà, il y a quelque chose d'un travail là qui se fait. Vu tout ce que j'ai raconté en première partie, je pense que prendre du recul c'est super compliqué en fait, parce que vous êtes sollicité dans le présent comme ça en permanence. Donc et puis on a du mal à se confier parce qu'on est toujours en scène aussi un peu d'une certaine façon, c'est-à-dire les autres ils mettent dans le rôle quoi, de manière assez forte. Et puis il vous reste l'introspection, mais l'introspection ça a vite fait de tourner court quoi, tête à tête avec soi-même, au bout d'un moment ça peut tourner en rond. Donc c'est utile d'en passer par un autre en fait, c'est ça permet un décalage, ça permet comme ça de voir un peu les choses autrement, ça vient un peu déranger d'une certaine façon pour pouvoir réarranger un certain nombre de choses et de prendre conscience sur soi, enfin je veux dire
identifier ses envies, ses besoins, les risques que je suis prêt à prendre, quoi. Mais je pense que, par exemple, la question de ses besoins, c'est absolument essentiel, parce qu'il va falloir les afficher, hein, on dit, moi, j'ai besoin de ça pour bien faire mon boulot. Et peut-être que de le négocier avec l'élu aussi, enfin, quand on va être dans la relation avec l'élu, de quoi j'ai besoin, voilà, pour travailler. Et c'est variable de l'un à l'autre, hein, d'une certaine façon. Puis identifier ses angles morts. Il y a quand même pas mal, on a tous des angles morts et c'est normal, mais ça vient souvent gripper aussi les relations. Donc d'identifier ça, c'est remettre un peu de souplesse dans le système, c'est de repenser son style, ses pratiques, ses stratégies, etc. Redéfinir son rôle. Enfin bon, voilà, je pense que au final, ça permet d'avoir de la clarté à l'égard de soi. Vous voyez, le truc central, je pense que c'est ça, quoi, c'est cette clarté-là, et pour pouvoir être mieux dans les relations avec les autres aussi, d'une certaine façon. Et alors, j'imagine que certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs se disent ouais, mais bon, c'est comme aller voir un psy. C'est quoi la frontière précise entre psychologue et le coach et voilà, je suis pas spécialiste de l'affaire, mais c'est se décentrer. Disons qu'il y a une vision un peu plus thérapeutique du côté du psy, mais encore, là aussi, la gamme est quand même extrêmement large des interventions de type psy. Le coach, il est quand même centré sur la personne en situation professionnelle. Enfin, je veux dire, voilà, c'est les deux, quoi. Donc, on sort pas de ce cadre-là, quoi, d'une certaine façon. Alors, avant de passer à la relation aux élus, on a plus de partage que de questions aujourd'hui et ça ne m'étonne pas non plus puisque c'est vraiment important et sans doute un besoin fort. Tout à l'heure, j'ai commencé cette visioconférence en parlant cette conférence en ligne, pardon, en parlant du fait qu'il fallait sans doute que les dirigeantes et les dirigeants territoriaux cassent pas cassent, mais déconstruisent la figure du héros qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Et on nous partage ici que c'est difficile parce qu'en fait, ce sont les collègues aussi qui attendent de nous que l'on soit dans des héros parce qu'eux-mêmes sont dans la même difficulté. Donc il y a un enjeu, et là je me retourne en premier vers vous en tant que sociologue, il y a un enjeu finalement systémique et du fonctionnement de l'ensemble des collectivités à revoir, à retravailler. Est-ce que vous avez tous les deux croisé des expériences intéressantes de ce point de vue ? Des expériences intéressantes peut-être pas, mais je comprends la question parce que effectivement on vient plaquer sur la fonction du dirigeant quelque chose de l'ordre de la solidité, de la maîtrise, enfin et puis d'avoir un peu réponse à tout, quoi, d'une certaine façon. Moi c'est celui qu'on va aller solliciter pour avoir un ensemble de réponses et il faut faire bouger ça. Donc il faut entendre la fragilité du dirigeant, comme il faut entendre la fragilité de l'élu quand il devient un élu. Enfin, voilà, il faut essayer un peu comprendre ça et commencer un peu à partager ces choses-là pour pouvoir avancer sur d'autres modalités relationnelles et d'autres visions réciproques que les uns et les autres peuvent avoir. Donc voilà, c'est une sorte de travail à faire et qui peut être initié d'une certaine façon par les dirigeants. Il y a un truc, pardon, juste un truc de dispositif. Par exemple, je sais qu'il y a des dirigeants des fois qui font un 360 degrés. Le dispositif qui interroge un peu tout le monde autour de vous pour repenser cette relation. Ça peut être une manière aussi de se dire, ok, d'abord il va y avoir nécessairement des vulnérabilités, donc on les partage parce que c'est les autres aussi qui peuvent les percevoir, etc. Et puis on met sur la table le sujet de quelle relation entre nous, et ça permet un peu de travailler les choses, quoi. Voilà. Et c'est important, enfin, si on fait le lien avec l'attractivité et ce qu'attendent les jeunes, y compris en termes de management, ils attendent ces retours à 360 et de pouvoir les faire avec les dirigeants. Alors, sur cette question, Madame Bacon-Ambras aussi, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a des exemples intéressants? Et là, quelqu'un nous pose la question, donc plutôt côté service prévention santé QVCT, qui cherche des solutions, donc c'est intéressant, qui nous partage, je pensais réaliser un séminaire à destination des DGS avec du codev et un fil rouge sur le projet d'administration. Est-ce que vous pensez que ce temps-là serait un temps fructueux et important pour les aider justement à se décentrer et à prendre soin d'eux? Est-ce que vous avez déjà constaté ces temps d'échange? On parlait de séminaire des cadres tout à l'heure avec Jérôme, mais oui, mais je pense que c'est un moment important. Alors, je l'ai dit, les dynamiques collectives sont essentielles. Voilà. Et oui, ça s'inscrit dans le temps.
parce que ce sont des habitudes, mais ça permet de valoriser le collectif, ça permet de valoriser les cadres, ça permet de se retrouver et de partager en donnant du sens à ce que nous faisons et à nous projeter. Donc, c'est essentiel de les initier dans les collectifs et dans les collectivités. Et on parlait de collectif de confiance, je vais en parler maintenant. Allez-y, absolument. Un DGS, c'est lui qui met l'ambiance au travail. Le cadre dirigeant, c'est lui qui met l'ambiance dans son service. Donc, s'il veut être préservé en termes de santé mentale, il faut aussi préserver les autres. Et c'est une coloration managériale qu'on donne à sa collectivité. Et les temps de parole, d'espace de dialogue interne sont importants pour construire le collectif et pour se permettre d'être plus efficace professionnellement et régler ensemble les problèmes. Donc, c'est sans pour autant se départir de son autorité, du fait que nous décidons à un moment donné, les uns et les autres, en fonction de notre propre poste, le fait de partager et de parler en confiance. Et on parle clair. Quand on est en confiance, on parle plus clair et on est plus fort. Donc tout ça, c'est important et ça part de l'ambiance managériale qu'on veut bien donner à sa collectivité et de la culture managériale. Donc les séminaires de cadre, les espaces de dialogue, la façon dont on anime les CODIR. Vous avez à Saint-Pierre-du-Perret, ils ont expérimenté des CODIR tournants. Et donc la présidence et l'ordre du jour est tournant au sein du CODIR. Ben, ça change tout. Et ça favorise aussi une part d'autonomie et donc de reconnaissance. Et c'est vrai qu'on perd en pouvoir peut-être parce que les décisions ne se font pas avec nous. Mais on se libère d'une charge mentale qui peut être prise par quelqu'un d'autre que ça intéresse, un de nos collaborateurs que ça intéresse. Pour autant, on reste responsable. Mais on travaille un peu différemment. Et ça, moi, je pense que c'est essentiel pour se préserver des difficultés de charge mentale au sein de nos collectivités pour les cadres dirigeants. Mais c'est une autre façon de travailler. Et c'est de l'expérimentation. Parfois, on tâtonne. Bien sûr. Et sans compter que l'on sait aujourd'hui que ce type de management a aussi un impact sur la qualité de la décision et des politiques publiques. Et c'est ce que vous expliquiez. Du coup, on a moins de remontées de conflits ou de tensions et on se protège ce faisant. Et on rend son collectif plus résilient. Ça aussi, c'est démontré. Alors, je vous pose une question à tous les deux, puis on passera à un point qui vous était cher aussi, c'est la relation à l'élu. L'un des auditeurs ou l'une des auditrices nous partage le fait que c'est difficile de travailler sur la santé mentale des directeurs lorsque le DGS lui-même pose problème et dans le sens où n'engage rien sur cet aspect-là, mais bien pire, dénigre ses directeurs vis-à-vis du maire. Alors ça, voilà, on rentre de plein pied sur cet enjeu de la relation avec l'élu. Mais effectivement, là, on a parlé des DGS, mais comment les directeurs et les directrices peuvent-ils et peuvent-elles travailler là-dessus si l'échelon supérieur n'est pas là? On ramène systématiquement à l'ensemble de l'organisation, on le voit dans les questions. Là, je peux me permettre, c'est une piste comme ça, très en réaction, mais le seul moyen, je pense, de débloquer un peu cette écoute-là, parce que le problème, c'est que c'est pas entendu, quoi. C'est de le faire collectivement. C'est-à-dire sortir il y en a un qui se plaint, l'autre qui ne sait pas quoi, etc., etc. Et de se mettre un peu en groupe à un moment, de dire comment on va exposer ça sans forcément blesser l'autre, mais dire en même temps, malgré tout, un certain nombre de choses. Mais je pense qu'une parole collective peut, si elle est bien ajustée, en tout cas, avoir du poids. Voilà. Parce que, oula, c'est pas pareil, quoi. C'est pas les remontées diverses et variées, c'est d'un seul coup, sans être forcément dans le rapport de force. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais il y a la force du collectif et en même temps de pouvoir poser les choses calmement, mais collectivement. Voilà, on mobilise cette force-là, mais en même temps dans une relation un peu apaisée, même si ça sera nécessairement un peu difficile. J'entends bien. Mais enfin, moi, c'est comme ça que je la jouerai, d'une certaine façon. Et Florence, est-ce que vous avez déjà vu ce type de situation Oui, forcément. Voilà. Tous vu, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Vous ne me croiriez pas. Mais oui, ça existe. Oui, je crois un peu à la solution collective, où il y a une autre solution, mais qui est un peu plus radicale, c'est la mobilité
arrêter quand on voit que c'est pas possible et qu'on a trop que ça impacte notre santé. Des fois, il faut aussi savoir partir et partir au bon moment. Je vois beaucoup de cadres dirigeants et beaucoup de DGS qui s'acharnent parce qu'ils sont compétents et que le super-héros va tout régler. Ben non, en fait, on s'abîme. Donc, il faut aussi à un moment se dire que là, c'est plus possible. Voilà. C'est pas forcément ce qu'on veut peut-être entendre, mais pour autant, je pense que c'est du bon sens. Si effectivement les leviers sont pas possibles, on doit effectivement passer à autre chose. J'en profite pour vous signaler que lorsqu'on a posé la première question du sondage, l'un des auditeurs ou l'une des auditrices nous disait, j'ai répondu non, c'est-à-dire ma santé mentale ne s'est pas dégradée depuis quelques années, tout simplement parce que j'ai effectué à chaque fois des mobilités. Donc c'est exactement, ça concrétise le conseil que vous venez de donner, Madame Bacon-Ambras. Alors, on va passer aux élus parce qu'il nous reste 15 minutes, mais une dernière question très, très précise est posée à votre destination, Florence. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais peut-être le préciser. Le SNDGCT propose des modules de coaching, n'est-ce pas? Il va le faire, là, bientôt. D'accord, donc on va commencer, alors je ne vais pas ou fin d'année ou début d'année, en tout cas on veut être prêt pour les élections municipales. On anticipe un peu les difficultés potentielles qui pourraient survenir, oui. On va proposer pour les personnes pour les collègues DGS, DGA qui vont être en difficulté, qui voudraient bouger, où il y aura des petits enjeux temporels. Très bien. Donc l'information sera transmise dans tous les cas sur cet aspect, mais la réponse est oui à venir. Alors, vous l'avez mentionné tous les deux et on va l'aborder maintenant. La relation aux élus a un poids important dans la charge mentale et peut avoir un impact sur la santé mentale des dirigeants et dirigeantes territoriaux. Jérôme, qu'est-ce que vous avez constaté de ce point de vue? Qu'est-ce que vous avez analysé sur cet enjeu-là et qu'est-ce qu'on peut faire surtout? Ok. Avant juste ce qu'on peut faire. Oui, non, c'est la relation qui prend la tête. Enfin, voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal parce que le dirigeant est dans cette relation directe là, et avec un élu, mais avec un collectif aussi d'élus. Enfin, voilà, il y a cette dimension là qui est importante. Puis il a de l'autre côté de l'administration. Et dans cette position d'entre-deux, elle est extrêmement complexe et source de grande frustration de tous les côtés, quoi, d'une certaine façon. Donc voilà, il est au centre de ça. Et c'est une relation, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est extrêmement instable. Relation de pouvoir, relation intersubjective, etc., interpersonnelle. Et je pense qu'il y a des moments clés. En fait, l'idée simple, c'est qu'une relation, ça se construit. Donc, il faut prendre l'initiative. Enfin, voilà, quoi. C'est pas subir, pas attendre, d'une certaine façon, se regarder en chien de faïence, etc., mais il y a une sorte de principe premier qui est celui-ci. Et ce principe-là, je pense qu'il se joue, déjà, dès le recrutement. C'est-à-dire dès la rencontre, d'une certaine façon, entre l'élu et le futur éventuel dirigeant. Moi, ce qui me frappe dans ce que disent les dirigeants et dirigeantes sur ces premiers entretiens ou sur le recrutement, ils en parlent de manière assez étonnante, qui est une rencontre singulière, les compatibilités interpersonnelles, un partage de valeurs, etc. Je sens que ça va bien fonctionner. Enfin, vous voyez, c'est très intuitif et très sur la dimension interpersonnelle et peu sur la relation de travail que l'on va avoir. Et il me semble qu'il serait intéressant de pouvoir poser dès ce moment-là, c'est-à-dire dès le début de cette relation-là, un sujet de discussion qui est comment on va bosser ensemble de manière très concrète, quoi. Comment vous voyez votre rôle, comment moi je vois mon rôle, quels sont vos besoins, quels sont mes besoins, et comment comment on va la relation elle-même, comment on va la travailler et la mettre en œuvre d'une certaine façon. Donc poser ça, sortir d'une sorte d'implicite à quelque chose de beaucoup plus explicite, sans rentrer dans le contrat, ok, mais au moins de poser un certain nombre de bases. Ça me semble le premier point très important. Le deuxième point, c'est les 3 premiers mois, quoi. Les commencements, où là, souvent, on s'attend, on se regarde un peu du coin, comme ça, on attend que ça bouge, comment ils sont, enfin bref, là aussi, intuition, implicite, tout ce que vous voulez. Et là, je pense que c'est à l'administration de prendre la main, à l'accueil, quoi.
à l'accueil, elle propose un programme de travail, quelles relations on va construire ensemble. Il y a tout un travail d'acculturation. Et en fait, c'est de dire un peu aux élus, attendez, je sais que vous êtes dans la mobilisation, vous avez un programme à lancer, etc. Mais si on veut vraiment le réaliser, il faut qu'on se prenne au moins 3 mois où on n'agit pas. Ouais, ok, on pose les bases pour pouvoir agir et pour pouvoir bien agir ensuite. Et donc, c'est de la formation sur les règles de base de la fonction publique territoriale, les PPI, les PPRH, enfin comment tout ça fonctionne. Après, sur l'histoire de la collectivité, sur les projets en cours, parce qu'ils vont arriver, mais c'est pas la page blanche, quoi. Enfin, je veux dire, il y a déjà plein de trucs qui sont complètement engagés. Et puis après, de rentrer, pareil, sur les instances, le processus de décision, les rôles de chacun, la relation, comment on va articuler tout ça. Bon, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot pour faire atterrir et surtout pour pouvoir embrayer ensuite sur l'action. Atterrir parce que ils sont dans la victoire de la campagne et donc ils ont envie de gagner. C'est tout à fait logique, tout à fait logique. Ils veulent passer à l'action. Mais donc il y a quand même un atterrissage à faire pour pouvoir embrayer, voilà, et pouvoir agir de manière concrète, quoi. Et s'engager sur l'action. C'est fondamental. Partir sur une bonne base. Oui. Oui. C'est un basique, mais franchement, c'est pas souvent fait. Hein. C'est important, absolument. Florence, de votre côté, sur cette relation à l'élu, et j'en profite pour verser l'une des questions qui nous est posée, c'est est-ce qu'il existe des leviers de sécurité pour les managers dans le cas d'un changement de mandature, et de direction générale qui s'avère être nocif? Qu'est-ce qui est nocif, pardon dans le cas d'un changement de mandature et de direction générale des services. Le changement de mandature est en soi un risque, mais d'ailleurs, ça peut arriver sans changement de mandature. Voilà, il y a ce qu'on appelle le lien de confiance entre l'élu et la direction générale. Et donc, le lien de confiance, c'est évanescent, c'est très humain, c'est très intuitif, irrationnel parfois. Donc, ça peut être source de toxicité ou source de déception. La relation avec l'élu, elle est éminemment humaine, donc complexe. Et c'est ce qui rend à la fois nos métiers très riches, très passionnants. Et on aime travailler avec les élus. Et parfois, c'est source de difficultés, voire de souffrance. Donc, et puis, la relation interpersonnelle, ça ne s'apprend pas dans les livres, elle ne s'apprend pas à la fac. Elle se vit, elle se construit et elle reste fragile quoi qu'il arrive. Et même si on s'entend bien au départ avec l'élu, c'est comme ça et ça fait partie de nos métiers de direction générale. Donc, il faut savoir construire au fil du temps la relation de confiance, la coopération aussi. Hein, travailler dans plus qu'une collaboration, travailler ensemble, savoir bien travailler ensemble. Et ça se formalise. Une gouvernance interne, elle se pense. Elle se pense, elle se pose, elle peut se formaliser en se disant, voilà comment je vais travailler, vous êtes présent au séminaire d'élus, vous n'êtes pas présent, vous préparez, vous faites les ordres de jour avec moi sur les bureaux municipaux. Ça passe par tout un tas de questionnements que le DG voit avec son exécutif ou avec le cabinet parfois. Voilà, on n'a pas parlé beaucoup du rôle du cabinet, mais il a un rôle important. Mais il faut créer les conditions de l'alignement. On ne travaille bien ensemble que si on est aligné administration et élus. Donc, ça suppose des temps d'échange pour s'accorder. On se met d'accord, on partage les informations, on se soutient mutuellement. Peut-être qu'en tant que DG ou en tant que cadre, on a des difficultés, mais les élus, ils ont aussi beaucoup de difficultés. Voilà, comment on crée de la solidarité entre nous aussi. Et puis, il y a de la transparence, de la clarté dans les objectifs de part et d'autre. Le flou, ça peut être une stratégie managériale ou de direction de politique publique, mais bon, c'est peut-être mieux d'être clair. Et puis, ayons une vision globale, DG exécutif, mais cabinet, mais aussi équipe municipale, qui peut aussi créer de la toxicité ou des difficultés. Et là aussi, il faut trouver des modes de fonctionnement qui soient sereins, en tout cas pour mieux travailler, pour les habitants. On a injecté du temps, du décentrement et du sens comme élément de réponse, je trouve très, très intéressant. Alors, il nous reste quelques minutes et du coup, je fais un dernier tour de vos interventions. Ça vous permettra de conclure également en regroupant les différentes questions qui ressortent. Et
je les trouve fort intéressantes. Déjà une qui est particulièrement touchante puisqu'elle rappelle le cas des DRH et du fait que les DRH souffrent beaucoup aussi. Ils sont au cœur de beaucoup de souffrances, de conflits, de crises. Comment rester solide? On a besoin de réponses concrètes. Est-ce qu'il existe des dispositifs? On a ces premiers secours, ce secourisme en santé mentale. Est-ce qu'il est vraiment appliqué au niveau des directions? Ensuite, on a la situation des femmes aussi, où ces enjeux de charge mentale et de santé mentale et de rapport, on l'a vu parfois à l'élu ou au DGS ou entre directeurs et directrices n'est pas forcément simple et qui doivent systématiquement faire un effort supplémentaire pour prendre leur place, donc ça a un impact. Et puis, cette question sur les managers, qu'est-ce qu'il y a comme dispositif aussi pour eux lorsqu'ils doivent gérer, oulala, j'ai pas mal de questions qui arrivent, lorsqu'ils doivent gérer des DGS ou des supérieurs ou des élus complexes. Voilà, les élus qui interfèrent, alors je vous lance un peu comme ça, parce qu'en fait je sens qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'il existe quand même des filets dès aujourd'hui, les élus qui interfèrent et qui gèrent tout dans les communes, y compris jusqu'au planning des agents. Alors voilà, oui, la réponse d'ailleurs est formulée, la question synthétique est formulée ici. Quel levier de sécurité a-t-on pour les directeurs en cas de management toxique et comment on peut sortir de ces situations? Voilà, donc les femmes, les DRH qui sont en souffrance, les élus qui interfèrent sur les agendas et les plannings des agents. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà des filets qui existent et qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de cela en termes de conseils? Vous disiez tout à l'heure, agir collectif. Oui, pour les DRH, allez-y, je sais qu'il existe sur certains territoires des réseaux de métiers. Alors DRH, je pense que c'est pour bien connaître le métier, je pense que c'est le métier le plus difficile en collectivité, et notamment en ce moment. C'est extrêmement difficile. Et donc, ce qui marche bien, c'est les réseaux entre pairs, c'est les groupes de parole entre DRH, voire le co-développement. On l'a un petit peu évoqué, cet outil de co-dev. Je trouve que ça marche pas mal sur certains métiers comme ça qui sont en tension et qui connaissent les mêmes problématiques. Et je sais qu'il y en a par exemple un en Essonne qui fonctionne très bien. Donc le co-dev et se regrouper en métiers. Les intercos peuvent très bien prendre l'initiative aussi de regrouper les DRH du territoire, de partager les bonnes pratiques et ça permet aussi de créer des liens aussi personnels les uns envers les autres. Donc c'est plutôt facilitateur et ça permet de rompre l'isolement. Donc ça, c'est pour les DRH. Mais Jérôme, vous avez peut-être d'autres solutions. Oui, alors je me retourne vers vous et j'ajoute une question en lien avec les élus. Parce que vous me l'aviez mentionné lorsqu'on a préparé la webconférence et il nous reste vraiment 2 minutes. C'est l'idée que les élus non plus n'ont pas de statut et ne sont pas formés à tout ça. Donc comment on fait là dans cette zone un petit peu où cette équation est mise à jour et où la santé mentale, la leur aussi, vous l'avez mentionné tous les deux, n'est pas non plus, s'améliore pas non plus. Sur la question des élus, en tout cas, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, on les forme, quoi. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils connaissent les règles du jeu. Il faut prendre ce temps-là, quoi, d'acculturation. Ça va éviter quand même énormément de friction. Après, sur tous les différents points de malaise là qui ont été évoqués, c'est très difficile. Enfin, moi, à ma connaissance, je vois pas le filet de sécurité comme ça. Ouais. Si ce n'est à un moment mobiliser la médecine du travail, si ce n'est se débrouiller par soi-même en se faisant accompagner, si ce n'est peut-être dans un groupe de codev pouvoir trouver un truc comme ça pour pouvoir essayer de faire bouger comme ça une situation. Donc voilà, c'est une palette, mais il n'y a pas la solution miracle. Mais il y a quand même à réfléchir collectivement
Je pense que c'est ça le gros sujet, c'est comment on pose maintenant ce sujet-là. Il est posé sur la table, Voilà. la santé mentale. Donc comment on le pose collectivement et les différents niveaux, etc., hiérarchiques pour pouvoir se pencher complètement sur ce sujet, identifier les signes et les facteurs qui rentrent en ligne de compte et proposer des améliorations, des dispositifs qui permettent d'atténuer cette question-là. Parce qu'elle va être grandissante sinon. Elle est déjà grandissante et elle va l'être parce que le futur mandat, avec toutes les crises qui n'arrêtent pas de tomber dessus, là, ça va être chaud quand même, quoi, globalement. Donc, il y a un sacré travail à faire pour soutenir les gens, de soutenabilité des différentes fonctions dans l'organisation. C'est ça, et de structurer en attendant structurer les choses, bien sûr. Que les statuts arrivent. Oui. Très bien. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions. L'idée, c'était de poser le sujet, comme vous venez de l'évoquer. Nous n'avons pas pu répondre à... Il nous reste une question que j'ouvre maintenant, parce qu'il me semble qu'elle mériterait en elle-même une émission. C'est le déséquilibre entre les femmes et les hommes et l'impact sur la santé mentale, bien évidemment, de la charge mentale entre le privé et la vie professionnelle que les femmes ont encore plus. Hein, ça n'est pas... on ne l'invente pas, les chiffres parlent ici d'eux-mêmes aussi. Donc comment on peut organiser le travail pour que cette charge-là soit améliorée. Voilà, je vous propose donc de mettre un terme à cette séance de questions-réponses. Merci pour vos retours et vos partages d'expérience. Comme toujours, cette visioconférence donne lieu à un enregistrement. Il sera mis en ligne et le lien vous sera envoyé dans les jours à venir. Je remercie l'AMNT, partenaire de cette visioconférence. Je vous remercie surtout tous les deux pour vos interventions et vos explications. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.